Ok, on va terminer ce volet sur la topologie et réduction sur un florilège de ce que l'on peut faire avec cette topologie. Je ne veux pas parler des grandes ouvertures vers les fonctions analytiques en une matrice qu'on va retrouver dans les équations et les équations différentielles. Bon, ça c'est évident. Je veux parler des petites incursions dans certains types de mathématiques qui, d'une part, forment une jolie ouverture et d'autre part, des développements pour la grecque. Bon, la plupart de ce dont je vais parler ici, ça va être dans carnet de voyage en analyse temps, hein, plutôt. Parce que bon, c'est un petit peu logique, c'est des limites de suite, etc. Alors, d'abord, suite récurrente, d'accord? Donc, je vais regarder d'abord les limites de suites géométriques de matrices, hein. Alors, les suites récurrentes, évidemment, les suites récurrentes linéaires, je ne l'ai pas écrit, mais bon, c'est linéaire. Donc voilà une suite d'ordre k, hein, un plus k égale a k-1, un plus k-1 plus jusqu'à a0 un. C'est une suite un qui est donnée par les k premiers, les k premiers termes de la suite. Alors on a un polynôme qui va être le polynôme caractéristique, hein, de cette suite récurrente linéaire. Il est unitaire de degré k, et je regarde sa matrice compagnon. Alors par rapport à celle que j'avais des fois définie, c'est la transposée ici. Pour que un, qui est grand un, donc le vecteur dont les coordonnées sont de un à un plus k-1, donc c'est un vecteur de k, de c puissance k si on veut être sur c, hein. Voilà, après si on veut être sur n'importe quel corps, ça marche. Et on transforme donc par cette matrice compagnon la relation linéaire d'ordre k en une relation linéaire L d'ordre 1, mais sur un vecteur de ck. Voilà. Donc ça fait que un, bien sûr, est égal à c p puissance n, pardon, u0. Et on se retrouve à chercher cette limite. Donc on utilise la réduction, on sait que le polynôme minimal est caractéristique de CP, CP, etc. etc. Donc voilà, hein. Ensuite, les suites homographiques. Alors là, c'est des suites de la forme un plus 1 égale a un plus b sur c un plus d. Alors on peut être sur c, hein, traditionnellement. On se ramène avec la matrice A, A, C, B, D en colonne, d'accord, à chercher les puissances itérées de cette matrice. Voilà. Et pour cela, évidemment, on fait un changement de base pour se ramener, pour utiliser la réduction, et on remarque qu'un changement de base correspond ici à un changement de suite. Et donc on utilise une nouvelle suite Vn, et si A est diagonalisable, parce que comme on est sur C, elle est soit diagonalisable, soit non diagonalisable, et dans ce cas-là, elle a une valeur propre double, d'accord, qu'on peut supposer être égale à 1, ici, bon, pour des raisons de quotient. Et ce que je veux dire, c'est que on obtient une nouvelle suite grâce à la nouvelle base, et cette nouvelle suite va être géométrique si elle est diagonalisable et arithmétique si elle est non diagonalisable. Voilà. C'est vraiment assez intéressant de voir que diagonalisable et non diagonalisable, dans ce cas, deviennent géométriques et arithmétiques respectivement. Voilà. Ensuite, les matrices stochastiques. Le théorème de Perron-Frobenius. Donc l'exemple, c'est le suivant, hein. On a des situations où on peut être, bon, par exemple, on va prendre une maladie. Donc attention aux hypochondriaques. Une maladie par rapport à laquelle on a trois états, immunisé, sain ou malade.
Sain veut dire qu'on est sain, mais on n'est pas immunisé. D'accord ? Et où la semaine suivante, un immunisé peut être avec une probabilité 0,9 encore immunisé, mais il peut redevenir sain, donc il perd son immunité à 0,1%. Mais par contre, l'immunisé ne devient pas malade. Voilà, etc. Vous remplissez cette matrice. Qu'est-ce qui va se passer à long terme? Eh bien, ça va être encore une suite géométrique qui va nous le dire. Et on a un théorème un petit théorème de Perron-Frobenius qui est joli, qui va nous dire que ça va tendre, on le sait, vers une matrice projection. Et là, en fait, de rang 1. Et donc, on peut voir, interpréter le fait qu'on a une matrice de projection de rang 1. Alors, bien sûr, il faut une petite condition assez légère sur les valeurs propres. Voilà. Bon. Ensuite, en théorie des graphes, donc vous prenez un graphe, c'est juste des sommets et des flèches, d'accord ? Et vous regardez la matrice d'incidence du graphe. Par exemple, de 1 à 1, il n'y a aucune flèche, donc 0. De 1 à 2, il y a 2 flèches, donc 2. De 2 à 1, il y a une flèche, donc 1. Et de 2 à 2, il y a une flèche, donc 1. Voilà, d'accord ? Et vous voulez voir combien il y a de chemins qui mènent, par exemple, de 1 à 2, et qui sont de longueur K. C'est-à-dire, par exemple, d'accord, vous prenez ça, cette flèche-là, et vous allez de 1 à 2. Voilà. Donc, il y a beaucoup de chemins de longueur K. Eh bien, le nombre de chemins de longueur K, pour aller de 1 à 2, il faudra regarder ce coefficient-là, d'accord, dans la matrice A puissance K, où A, c'est cette matrice-là. Voilà, c'est des petites choses qui font qu'on se retrouve avec des suites géométriques de matrices très faciles. Maintenant, une seconde salve d'applications à la réduction et à l'algèbre linéaire plus généralement de la topologie normique. On est toujours sur R ou C. Et donc celle-là, vous allez les trouver généralement dans carnet de voyage en algébrie, à l'exception de la dernière. Alors, d'abord, on est sur R ou C. GLN est un ouvert dense dans Mn. D'accord ? Et en général, donc ça c'est vraiment facile, c'est parce que le déterminant est continu, et la densité, c'est parce que le déterminant est polynomial. Ça c'est intéressant, et donc que le polynôme caractéristique n'a qu'un nombre fini de racines. Voilà. Alors donc on a cette densité ouvert et dense, et comme application, on a que le polynôme caractéristique de AB est égal au polynôme caractéristique de BA. Pourquoi ? Parce qu'on se sert de la densité de GLN pour se ramener, vu que c'est une identité algébrique, au fait que, au cas où A est inversible. Voilà. Et quand on a une fonction continue qui est nulle sur un ensemble dense, elle est nulle partout. Voilà, c'est ça le grand message. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, cette nuit, j'ai fait un son. D'accord ? Et donc, vous voyez qu'on a quelque chose qui est indépendant de la topologie, que l'on montre. C'est-à-dire que la topologie est arrivée comme un outil. C'est là-dessus où je dis ce sont des applications. D'accord ? Donc, ici, le fait que les matrices diagonalisables sont denses dans Mn de C. Là, on est bien dans C. Donc, là, comment on montre ça ? Eh ben, l'idée, c'est difficile à mettre en place, mais l'idée, elle est vraiment très claire. Vous avez, vous partez d'une matrice A et vous voulez montrer qu'il existe une suite de matrices diagonalisables qui tendent vers A. C'est ça, en fait, ce que veut dire ce symbole kabbalistique. Et ici, vous vous ramenez par similitude au cas où la matrice est triangulaire, supérieure par exemple, parce qu'on est sur C. Mais ici, vous avez des problèmes avec les lambda i, parce qu'il peut y avoir des multiplicités. Alors le tout, c'est qu'on tue ces multiplicités en ajoutant une diagonale à T, avec un epsilon positif, qui ne demande qu'à tendre vers 0,
Mais cet epsilon va faire en sorte que sur la diagonale de T epsilon, il n'y aura que des éléments distincts. Et c'est toujours possible tout en faisant tendre epsilon vers 0. Et donc, T epsilon va être diagonalisable parce qu'on voit sur la diagonale, c'est ça l'avantage des matrices triangulaires, c'est qu'on voit sur la diagonale les valeurs propres. Donc les valeurs propres étant 2 à 2 distinctes, pour T epsilon, ça va être diagonalisable. Et ça va se rapprocher autant qu'on veut de T. Et ensuite, la conjugaison fait son affaire pour montrer dans le cas général. Voilà. Pour R, on n'a pas la même chance, mais on a quelque chose d'autre. Pourquoi on n'a pas la même chance? Parce qu'on ne peut pas se ramener forcément à quelque chose de trigonalisable. Mais par contre, l'adhérence de l'ensemble des matrices diagonalisables sur R, c'est l'ensemble des matrices trigonalisables sur R. Alors, on se sert du fait que A donne qu'IA est continu, d'accord? Et dans un sens, bon, bah, dans l'inclusion comme ceci, hein, l'inclusion de là vers là, ça, c'est inclus dans ça. Pour montrer ça, bah, c'est exactement comme ça. Hein. De toute façon, on se ramène à une matrice triangulaire et on fait bouger un petit epsilon. Mais dans ce sens-là, c'est pas évident que si on a des matrices diagonalisables et qu'on passe à la limite, on a une matrice trigonalisable. Ben ça, c'est parce que ici, on a des polynômes qui vont être scindés sur R, des polynômes caractéristiques, pardon, qui vont être scindés sur R, et la suite de polynômes caractéristiques scindés sur R, qui convergent vers un polynôme, quand elles convergent vers un polynôme, alors le polynôme est scindé sur R. Alors ça, c'est parce que le fait d'être scindé sur R pour un polynôme réel, unitaire, de degré n, c'est une condition fermée. Et pourquoi c'est une condition fermée? Donc c'est une condition qui définit un ensemble topologiquement fermé, pour la topologie normée de ça. Et pourquoi? Parce qu'elle peut se résumer au fait que, quel que soit z, im de z en norme, alors on est z dans C, hein, im de z puissance n en module est inférieur au module de P de z. Voilà ça, c'est un petit lemme qui nous dit que P est scindé sur R si et seulement si on a ça. Et ça nous prouve facilement que l'ensemble des polynômes scindés sur R forme un fermé. Et donc on a notre résultat facilement. Mais évidemment, hein, je donne juste des idées de preuve. Je vous conseille de regarder le truc plus propre dans Carnet de voyage en algébrique. Et donc, finalement, vous allez me dire, mais ça, c'est pas des applications. Non, ça, c'est des théorèmes en topologie. Mais l'application, c'est qu'on a une preuve expresse de Cayley-Hamilton. C'est-à-dire que Cayley-Hamilton, et on regarde l'application qui a A donne qui a 2A, et ça, on montre que c'est une application continue, de l'ensemble des matrices dans lui-même, c'est continu, et donc on montre que ça s'annule sur les matrices diagonalisables. Ça, c'est facile, parce que ça s'annule sur les matrices diagonales, et ça s'annule sur les matrices diagonalisables, c'est vraiment très facile. Et donc, puisque ça s'annule sur un dense, et ben c'est terminé. On a cette preuve express, c'est vraiment très joli. Dans le même ordre d'idées, on regarde le commutant de A. D'accord? Le commutant de A, c'est l'ensemble des matrices de Mn de C, tel que AM est égal à MA. Ça, c'est un espace vectoriel, et il est de dimension supérieure à n. On peut calculer cette dimension explicitement, c'est pas trop difficile, et on trouve une somme de carrés. Tiens, Pythagore, nous voilà. Mais, en fait, on a quelque chose d'express, encore grâce à la topologie, c'est le fait que la dimension est supérieure à n. Voilà. Pourquoi c'est supérieur à n? Parce qu'ici, on a quelque chose de mieux que la densité des matrices diagonalisables, c'est la densité des matrices diagonalisables à valeur propre distincte. Parce qu'ici, on a pris des choses dans la preuve, on le voit. Hein. Donc c'est ce qu'on peut appeler, hein, on met un O, parce que c'est l'intérieur, hein, des matrices diagonalisables. Et l'ensemble des matrices
diagonalisable à valeur propre distincte et dense, d'après ce qu'on a prouvé ici. Mais pour ces matrices-là, ben, la dimension ici, c'est facile de voir que c'est n. C'est-à-dire on regarde une matrice diagonale avec que des éléments distincts sur la diagonale, ben, on voit que le commutant, c'est la diagonale. Hein, toujours avec les mêmes arguments que si on commute, alors on stabilise les sous-espaces propres. Et là, tous les sous-espaces propres sont de dimension 1. Voilà. Et là, donc la dimension, c'est égal à n. Mais la dimension, ça, c'est un noyau. Et la dimension d'un noyau, c'est le noyau du commutant, de l'application commutante de A. Hein, ça, on peut le voir comme l'ensemble des M, tels que AM moins MA égale 0. Et en fait, un noyau, on a vu que la dimension d'un noyau ne faisait que augmenter par passage à la limite. Donc on a ça. D'accord? Voilà. Ça, c'est... J'aime bien ce truc-là, mais je ne sais pas où le trouver par contre. Maintenant, je vais terminer par un épilogue que je trouve passionnant à plus d'un titre. Ah, moi c'est fini, je reviendrai plus. L'idée, c'est de dire, bon, bah d'accord, on a prouvé que Hamilton, mais on l'a prouvé sur C. Et finalement, cette topologie, c'est un espèce d'entre-soi où ce qui est vrai pour ce qu'on va montrer grâce à la topologie va rester dans R ou C. Et je vais vous montrer que non. En fait, on travaille sur C, on a des propriétés topologiques sur C, et ensuite, on peut les étendre à n'importe quel corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Je vous donne une petite idée avec Cayley Hamilton de ce truc-là. Regardez pour n égale 2. Que dit Cayley Hamilton? Il dit que A2 moins trace A fois A plus det A égale 0. Voilà ce qu'il dit. Hein, qui A de A égale 0. Il dit ça. Si vous prenez A, une matrice avec 4 indéterminés, puisqu'on est n est égal à 2, x, y, z et t, et bien ça, c'est finalement 4 identités. D'accord? Autant qu'il y a de coordonnées dans cette matrice-là. Et chaque coordonnée de cette matrice-là est nulle. Voilà ce que dit Cayley Hamilton. Mais ça, si vous devez calculer A2, regardons sa coordonnée en haut à gauche, donc la coordonnée 1, 1 de cette matrice, bah vous trouvez x2 plus zy, moins, là c'est x plus t, la trace, fois x, puisque c'est la coordonnée 1, 1, et plus bah, la coordonnée 1, 1 de det a, pardon, identité, I2, pardon. Ça, c'est xt moins yz, d'accord? Et donc, en fait, vous avez ici 0. Ben oui, regardez, c'est 0. Hein. x2 se simplifie à x2, zy se simplifie avec zy, et xt se simplifie avec xt. Finalement, on se rend compte que Cayley Hamilton dit des choses, bon, ben voilà, tout ça se simplifie et donne 0. Donc, en fait, après, bon, bah, j'ai fait celui-ci, parce que celui-ci, il avait quelque chose d'un peu plus original. Il a un 0 ici, puisque c'est det A fois l'identité. Et vous avez 4 identités que je ne vous ai pas recopiées, vous avez 4 identités polynomiales. Ce sont des polynômes de z, de x, y, z, t, voilà. Hein. Et on a une famille de polynômes, de n2 polynômes, bon, là, de 4 polynômes, qui sont nuls. Mais qui sont nuls, attention, comme fonction sur C. Mais s'ils sont nuls comme fonction sur C, bah, ils sont nuls sur tout corps. Parce que C est infini. Donc, on peut assimiler les fonctions polynômes avec les polynômes, même si c'est à plusieurs indéterminés. Voilà. Et donc, on a prouvé Cayley Hamilton, par cette preuve expresse, on a prouvé Cayley Hamilton sur le corps K, sur un corps K quelconque. Voilà. De la même manière, on peut adapter cette preuve et dire ce sera vrai sur un corps K quelconque. C'est-à-dire que, je terminerai là-dessus, hein, cette topologie des espaces vectoriels normés, elle semble donner des applications uniquement sur R ou C, mais en fait non, parce que l'algèbre
les fonctions algébriques ont des propriétés universelles, hein. Voilà, je m'arrêterai sur cette parole de paix et d'espoir. Je suis le ministre de celui qui a dit frapper et l'on vous ouvrira. Alors, je frappe.